Alors, on va redémarrer. Donc, je vais passer la parole à Thomas Coutreau, qui va animer donc cette deuxième session, dans laquelle nous aurons tout d'abord donc une présentation de Gilbert Sett, puis une présentation de Malo Mofakami avec moi-même. Voilà, donc je passe la parole à Thomas qui va animer cette seconde session. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, t'entends bien, Thomas. Oui, c'est bon. Oh là, il y a un écho terrible. Bon, il y a plein d'échos, Coupez vos micros alors. Merci. Merci de m'avoir invité pour animer cette deuxième partie du séminaire. Alors j'ai beaucoup pris de plaisir et d'intérêt à écouter les présentations et les discussions de la première partie, où vraiment on a eu des travaux qualitatifs très très fouillés, très pertinents et une discussion passionnante. Donc j'espère qu'on va être aussi intéressant dans la deuxième partie. Ça va pas être facile, d'autant qu'évidemment on a des présentations qui sont plus techniques, plus quantitatives, donc peut-être un peu plus arides, mais on va essayer quand même de leur donner, de montrer qu'on peut aussi dire des choses intéressantes avec des données quanti. Oui, on est ces travaux, comme les travaux d'ailleurs de la première session, les travaux qui vont nous être présentés, ceux de Gilbert Sett, de Christine Herel et Malo Murakami, sont des travaux qui reposent sur des enquêtes antérieures à la pandémie, donc au début du développement du télétravail en 2017, 2018, 2019. Et c'est tant mieux parce que évidemment, c'est très difficile de d'analyser et de tirer des conclusions solides sur l'impact du télétravail sur le travail et les rapports sociaux dans une conjoncture aussi chaotique et perturbée que celle que nous vivons actuellement, où le télétravail est souvent vécu comme un pis-aller par toute une partie des télétravailleurs. Donc, on va revenir un peu en arrière à nouveau pour voir qu'est-ce qu'on peut dire de l'exercice débutant du télétravail juste avant la crise sanitaire et qu'est-ce que ça peut-être présage ou pas d'une ultérieure stabilisation du télétravail à un niveau plus élevé. Donc on va tout de suite commencer par la présentation de Gilbert. Je crois que c'est toi qui commences, Gilbert. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. D'accord. Oui. Bon, ce que je vais vous présenter, c'est le résultat d'une recherche menée avec Antonin Bergeau et Simon Drapala. Et la question qu'on se posait, mais d'ailleurs on va répondre à quelques autres questions, c'est l'impact du télétravail sur la productivité. Est-ce qu'on peut en attendre un effet, sinon substantiel, du moins non négligeable, sur la productivité? Donc c'est une question évidemment d'actualité dans un contexte où, avant la crise Covid, les gains de productivité, vous le savez, étaient très faibles à l'échelle d'un pays, 0,5% par an depuis 2005, entre 2005 et 2019. Donc, premièrement, en introduction, il est utile de rappeler que, évidemment, dans le contexte de la crise Covid, on a vu une explosion en France, comme dans de très nombreux pays, du télétravail, et que le résultat de très nombreuses enquêtes, j'évoquais celle de l'OCDE tout à l'heure, mais on pourrait aussi évoquer le travail vraiment séminal de Lingel et Neyman sur ce point-là, de Milassi, etc., montre que de l'avis tant des travailleurs enquêtés que des entreprises enquêtées, le télétravail devrait rester une pratique très très large après la crise Covid, quand on en sera complètement sorti, donc en dehors de toute obligation et contexte sanitaire. Et pourquoi le télétravail devrait rester très utilisé? Eh bien, pour une raison simple, c'est que un bénéfice du télétravail est très positif, tant pour les travailleurs, quand on les interroge sur ce point-là, et ils disent que c'est une amélioration de leur bien-être parce que ça permet une meilleure
une meilleure articulation entre vie personnelle, vie professionnelle, parce que ça réduit les temps de transport, parce que ça leur permet d'habiter plus loin de leur entreprise et donc éventuellement avec un immobilier moins cher, etc. Et puis du côté des entreprises, parce que ça procure des gains de productivité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la littérature, on voit que cette littérature économique amène à attribuer ces gains de productivité pour l'entreprise à différentes causes. L'une d'entre elles, c'est bien sûr l'amélioration du bien-être du travailleur. Une autre d'entre elles, qui a été d'ailleurs bien montrée par Nick Bloom et ses co-auteurs, c'est le fait que l'économie de temps de transport est consacrée spontanément par les travailleurs, en partie pour travailler. Et donc, en fait, le temps de travail effectif augmente pour les télétravailleurs. Il y a à peu près un tiers, d'après les résultats de leurs enquêtes, un tiers du temps de travail, enfin du temps de transport, pardon, économisé, qui est reversé vers le travail. Et puis, bien sûr, pour de nombreuses entreprises, l'économie de locaux, donc d'immobilisation immobilière, c'est une source de gain de productivité qui peut être assez consistante. Et les travaux menés sur la chose amènent à penser que dans les pays avancés, assez larges, eh bien, le recours au télétravail pourrait concerner entre, disons, un quart et un tiers des travailleurs après le contexte de la crise Covid. Alors, néanmoins, ce qui est à remarquer, c'est qu'il n'y a pas 0 ou 1, c'est-à-dire pas de télétravail ou télétravail. Et pour les entreprises et pour les travailleurs, le niveau optimal du télétravail se situe entre 1 et 3 jours par semaine. Entre 1 et 3 jours par semaine. Pourquoi? Parce qu'au-delà de 3 jours par semaine, en moyenne, eh bien, il y a des pertes de performance, on perd l'effet favorable des interactions entre les travailleurs. Donc on a en quelque sorte un effet de l'intensité du télétravail sur la productivité qu'on peut représenter par une courbe en U inversée, c'est-à-dire quelque chose de croissant jusqu'à 1 ou 2 jours, et puis ensuite quelque chose de décroissant à partir de 3-4 jours, sachant que bien sûr la forme de cette courbe va dépendre de la nature de l'activité, va dépendre des attentes des travailleurs, va dépendre des prix immobiliers, va dépendre d'une quantité de choses, d'une quantité de facteurs. Alors, la littérature concernant les effets du télétravail sur la productivité aboutit à des constats très contrastés. Pour citer 2 études qui aboutissent à des résultats très différents, il y a l'étude très connue de Nick Bloom et ses co-auteurs de 2015, bien avant donc le contexte sanitaire, qui nous montre dans le cas d'un call center chinois de 20 000 personnes, des gains de productivité supérieurs à 20%. Donc des gains de productivité absolument considérables, mais un télétravail organisé, choisi, planifié, etc. Et puis un autre cas, dans l'étude bien connue de Morikawa, qui a été faite dans le contexte de la crise Covid et qui concerne un centre d'études japonais et qui nous montre dans ce cas-là, des pertes de productivité supérieures à 40%. Et là, c'est un recours, un passage au télétravail soudain, immédiat, sans préparation, sans forcément le matériel, sans que les managers aient pu se préparer dans leur méthode de management au passage au télétravail, etc. Donc on est entre ces 2 extrêmes, vous voyez, très positif et très négatif, ce qui signifie que l'effet du télétravail sur la productivité dépendra, selon la littérature, d'une très très grande quantité de facteurs que j'ai énumérés ici et que je vais pas vous lire, mais bien évidemment, ça dépend d'une quantité de choses énormes et on ne peut pas généraliser l'exemple d'une entreprise, le cas d'une entreprise, à l'ensemble de l'économie. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que les conditions du télétravail durant la crise Covid sont bien sûr les pires en termes de productivité. Enfin, c'est mieux que l'arrêt complet. Donc le passage au télétravail a été un pis-aller pour éviter l'arrêt des entreprises. Néanmoins, très souvent, ce passage n'était pas préparé, le matériel n'était pas au rendez-vous, le management n'était pas préparé. Pour le premier confinement, les écoles étant arrêtées, les enfants étaient autour des parents, etc., etc., etc. Enfin, pour plein de raisons, bien évidemment, ces conditions
étaient les pires et les effets sur la productivité, dans ce cas-là, peuvent être assez mauvais, assez déplorables. Alors, le but de notre papier, c'est d'étudier ces effets du télétravail sur la productivité. Et pour ça, on utilise une enquête, enfin un échantillon d'entreprises d'environ 1400 firmes, 1400 firmes du secteur manufacturier en France, qui emploient au moins 20 salariés. Ces firmes, enfin cet échantillon d'entreprises résulte lui-même, je vais y revenir ensuite, de la fusion, du merge de deux fichiers d'entreprise, eux-mêmes constitués par enquête. Et à partir de cet échantillon d'entreprise, de ce dataset, on estime des relations qui expliquent différentes variables, dont la productivité globale des facteurs, par le recours au travail. Et pour ça, on utilise des méthodes simples, OLS, ou bien un petit peu d'instrumentation, pour éviter les effets d'endogénéité que je vais évoquer tout à l'heure. On pondère nos estimations pour qu'elles représentent davantage l'économie globalement considérée. On les pondère en croisant 5 classes de taille d'entreprise et 4 grands secteurs. Voilà. Et comme ce sont surtout pour l'enquête sur le télétravail, une enquête ponctuelle, c'est une approche between, c'est pas du tout une approche within, on n'a pas du tout de dimension temporelle et dynamique dans notre étude, on le regrette, bien sûr. Alors, donc pour aller plus précisément, quels sont ces deux fichiers d'entreprise, ces deux fichiers sources? D'abord, c'est le fichier dit FIBEN, fichier bancaire des entreprises, un fichier qui est à la Banque de France, qui contient des données de bilan sur plus de 200 000 entreprises. Et bien sûr, à partir de ce fichier, on a des données concernant la taille, l'âge de l'entreprise, l'industrie, etc., la masse salariale et donc le salaire moyen, les investissements, enfin beaucoup de choses. Et puis, on a les données qui nous permettent de calculer la productivité globale des facteurs. Et l'autre fichier, c'est une enquête spécifique, l'enquête sur les degrés d'utilisation des facteurs de production. Alors, il se trouve que j'avais créé cette enquête en 1989, qu'elle est menée annuellement par la Banque de France au mois de septembre sur les entreprises industrielles. Et dans cette enquête, où il y a évidemment une grosse masse de questions qui se reproduisent d'une enquête à une autre, il y a un volet spécifique à chaque enquête annuelle. Et en 2020, on a posé des enquêtes sur le recours au télétravail, mais sur le recours au télétravail, non seulement en 2020 et les perspectives en 2021, mais aussi sur le recours de travail en 2019, et donc avant tout contexte d'obligation sanitaire. Et le merge entre ces deux fichiers donc, aboutit à un fichier de 1400 firmes employant plus de 20 personnes et appartenant au secteur industriel. Alors, dans ce fichier, il y a plusieurs questions sur le télétravail. Je les ai reproduites ici, dont évidemment des questions sur le recours au télétravail avant l'année 2020, et en 2019, avant le contexte de la crise de la Covid. Alors, à ma connaissance, mais je suis tout prêt à faire la connaissance d'autres études, c'est la première fois qu'on merge des données qui permettent de constituer une database contenant à la fois des choses sur la productivité, ici globale des facteurs, et puis sur le recours au télétravail, et puis sur quantité d'autres caractéristiques des entreprises, donc au niveau individuel. À ma connaissance, il n'y a pas encore d'études de ce type-là, mais il ne manquera pas d'en sortir très très prochainement, et on est en train de finaliser la rédaction et en anglais et en français de cette analyse. Voilà. Alors, dans cet échantillon d'entreprise, en 2019, et je vais ici me concentrer sur les résultats concernant l'année 2019, je ne parlerai pas des résultats concernant l'année 2020 en période de confinement sanitaire, si j'ose dire, et puis 2021. Eh bien, en 2019, on avait 22% des entreprises de notre échantillon qui pratiquaient le télétravail. Donc, vous voyez, c'est 22% de 1400 entreprises, ça nous permet de faire évidemment quelques régressions ici. Alors, je vais vous présenter 4 tableaux de résultats de régression. Premier tableau,
on a essayé d'expliquer ici le ratio entre différentes variables divisées par l'emploi de l'entreprise, donc ces variables par emploi. On les explique par le recours au télétravail en contrôlant nos estimations par différentes variables, dont le salaire moyen, puisqu'on sait que le recours au télétravail dépendra beaucoup du salaire, du niveau de salaire dans les entreprises. Et ce qu'on voit, c'est qu'on n'arrive pas à faire ressortir un impact, enfin une relation entre le télétravail et l'intensité capitalistique, c'est-à-dire le ratio valeur du capital par employé. Ça ne sort pas significativement, que ce soit d'ailleurs le capital, les immobilisations en matériel ou les immobilisations en bâtiment, c'est les deux premières colonnes de ce tableau-là. Mais Antonin Bergeot avait élaboré des séries de prix du mètre carré immobilier par département, et avec ça, on a essayé de voir si le nombre de mètres carrés par travailleur changeait quand l'entreprise recourait au télétravail. Et ce qu'on voit, c'est ce qui est ici, c'est qu'une entreprise qui recourt au télétravail, eh bien, a moins de mètres carrés par travailleur, 3 mètres carrés de moins par travailleur, toute chose égale par ailleurs qu'une entreprise qui ne recourt pas au télétravail. C'est la colonne 3 du tableau. Vous voyez, c'est assez intéressant parce que ça illustre bien l'économie, en quelque sorte, de locaux, l'économie immobilière qui est permise par le recours au télétravail et qui, bien sûr, nourrit les gains de productivité globale des facteurs qui prennent en compte le capital immobilisé. Et puis les colonnes 4 ou 5 nous montrent que le recours aux technologies d'information et de la communication, c'est la colonne 4, par travailleur est plus important pour les entreprises qui recourent au télétravail. Et puis la colonne 5 nous indique que le recours aux immobilisations intangibles est lui-même plus important pour les entreprises qui recourent au télétravail. Vous voyez, il y a 500 € à peu près de plus de technologie de l'information et de la communication par travailleur dans les entreprises qui recourent au télétravail. Et puis 3500 €, c'est quand même pas négligeable, d'immobilisation intangible dans ces entreprises qui recourent, enfin, par travailleur, hein, dans ces entreprises qui recourent au télétravail. Donc des résultats déjà assez intéressants, nous semble-t-il, sur les effets du télétravail. Dans le deuxième tableau, ici donné, je vous rassure, il n'y a que 12 slides et j'en suis déjà au 9e, donc j'ai bientôt fini. Dans le deuxième tableau, donc, on explique la productivité globale des facteurs, à gauche, en log, par la proportion de personnes en télétravail, et puis par un tas de variables de contrôle, éventuellement dans les colonnes 2 et 3. Alors, dans la première colonne, aucune variable de contrôle, sauf un effet fixe industrie, et cet effet fixe industrie est au niveau on distingue ici 24 secteurs de l'industrie. Et ce qu'on voit, c'est qu'en colonne 1 point de pourcentage de plus de télétravailleurs dans l'emploi total est associé à une productivité supérieure de 1,1%, pour arrondir. Quelque chose de considérable. Néanmoins, quand on contrôle par les salaires moyens, le salaire moyen, et puis par la taille de l'entreprise, c'est la colonne 2, eh bien on voit que cet effet est largement diminué. Il passe à 0,6, c'est-à-dire un point de plus de télétravailleurs en part dans l'emploi augmente la productivité globale des facteurs de 0,6%. Ça reste considérable. On a essayé d'autres variables de contrôle, j'en donne ici l'illustration, par exemple le log du temps de travail, ou le taux d'utilisation des capacités de production, ou le taux de recours à la sous-traitance pour le travail, entreprise intérim par exemple. Eh bien, ça ne change pas les résultats de façon significative. La colonne 3 par rapport à la colonne 2, les résultats restent les mêmes. Simplement, vous voyez l'effet évidemment très favorable du taux d'utilisation des capacités de production, ce qui ne vous étonnera pas. Néanmoins, ces estimations souffrent de problèmes d'endogénéité. Je vais en donner un exemple. Imaginons dans une entreprise un très bon manager, un manager très dynamique, très bon, qui à la fois pratique le télétravail dans son entreprise, enfin instaure le télétravail, et puis en même temps augmente la productivité par d'autres méthodes de travail que le télétravail. Eh bien, dans notre estimation, ici donnée par les colonnes 1, 2 et 3, on va attribuer au seul télétravail
les effets non seulement du télétravail, mais de ses autres caractéristiques, vous voyez, associées à ce manager dynamique. Et donc, pour essayer de corriger des effets d'endogénéité, on pratique ici une estimation instrumentée à variable instrumentale. On a eu beaucoup de mal à trouver un instrument approprié, et finalement, on utilise la méthode d'instrumentation préconisée par Bartik, c'est-à-dire sur nos 24 secteurs, on prend la situation moyenne, pour chaque entreprise, hein, bien sûr, des autres entreprises du secteur. Et ça, on vérifie bien sûr que toutes les bonnes conditions d'un bon instrument sont vérifiées, et ça nous permet comme ça d'avoir un instrument sur lequel on projette notre variable de télétravail, hein, un instrument qui sera indépendant de la qualité du manager de l'entreprise considérée. Et on voit qu'effectivement, le coefficient diminue d'une façon substantielle, puisqu'on passe de 0,6, hein, les colonnes 2 et 3, à 0,45. C'est-à-dire qu'un point de plus de télétravailleurs augmente la productivité globale des facteurs de 0,45%. C'est considérable, hein, quelque chose de considérable. Et cette estimation est robuste aux différentes mesures qu'on peut faire de la productivité globale des facteurs dans notre analyse. Autre résultat, on a ici calculé l'intensité du recours au travail. Comme on a le nombre de jours moyens télétravaillés, on a calculé le pourcentage de jours télétravaillés dans l'ensemble des jours travaillés par le personnel de l'entreprise. Alors d'abord, on estime, c'est la colonne 1, l'effet de ce pourcentage de jours télétravaillés par l'effet que ça a, ce pourcentage de jours télétravaillés, cette intensité du recours au télétravail sur la TFP, et on a un coefficient estimé de 2,6 qui est cohérent avec les résultats précédents, sachant que le nombre de jours moyens télétravaillés pour les entreprises qui télétravaillent est d'environ 0,5. Donc 0,5, vous voyez, en faisant 0,5 à 1, donc en faisant une multiplication par 5 du précédent résultat, on retrouve à peu près ce 2,5 ici. Donc c'est quelque chose de cohérent. Et maintenant, dans la colonne 2, ce qu'on a fait, c'est que sur les entreprises qui télétravaillent, on a décomposé l'intensité du télétravail en 4 variables demi. Premier quartile, deuxième quartile, troisième quartile, quatrième quartile, ici, Q1, Q2, Q3, Q4. Hein, et donc ces variables valent 0 quand l'entreprise ne recourt pas au télétravail ou quand elle n'est pas dans ce quartile, et puis 1 quand elle est dans ce quartile. Et ce qu'on voit, c'est que l'effet du télétravail n'est pas significatif pour les 2 premiers quartiles, devient significatif et important à partir du 3e quartile, à partir d'une certaine intensité de télétravail, et puis baisse pour le 4e quartile. On retrouve bien, si vous voulez ici, l'effet courbe en U inversé de l'intensité du télétravail sur la productivité, cet effet qui était évoqué dans les travaux de l'OCDE. Je pense que c'est les premiers à avoir beaucoup insisté là-dessus. Eh bien, on retrouve bien cet effet. C'est la première fois, à ma connaissance, que c'est estimé. On retrouve bien ça. Bon, néanmoins, c'est une estimation qui demanderait à être solidifiée par d'autres estimations. Et puis, dernier résultat d'estimation, enfin, dernier tableau d'estimation, on voit que les entreprises qui veulent augmenter le télétravail dans le futur sont des entreprises qui ont plutôt un fort recours au télétravail. Pour dire les choses autrement, plus le recours au télétravail est important en 2019, plus les entreprises veulent augmenter leur recours au travail dans le futur. C'est la colonne 1. Et pareil, plus elles l'ont augmenté durant la crise Covid, entre 2019 et 2020, plus elles veulent aussi l'augmenter dans le futur, c'est la colonne 2. Et la colonne 3 nous montre que plus elles pensent augmenter leur recours au télétravail dans le futur, et plus elles pensent aussi augmenter leur investissement également dans le futur. C'est la colonne 3 ici. Et puis enfin, la colonne 4, plus les entreprises pensent augmenter leur recours au télétravail dans le futur, et plus elles pensent bouger dans le futur, déménager dans le futur, et par déménagement, bien sûr, on pense
à économie de locaux. Donc vous voyez, c'est des résultats assez intéressants qui confirment bien sûr l'intuition qu'on peut avoir sur les effets du télétravail, mais c'est la première fois qu'on en trouve une confirmation estimée, à ma connaissance, sur un fichier individuel d'entreprise. Donc voilà, pour résumer, notre slide de conclusion, et simplement pour donner un petit ordre de grandeur, on s'est essayé, il faut prendre ça avec prudence, avec beaucoup de guillemets, bien sûr. Hein. Si on transpose au niveau macroéconomique les résultats que j'évoquais tout à l'heure, de 0,45%, c'est-à-dire qu'un point de plus de télétravailleurs augmenterait la TFP de 0,45%. Si on le transpose au niveau national, en se disant que dans un pays comme la France, on va passer de 5% de télétravailleurs avant la crise Covid à 25% dans le long terme, cette augmentation de 20 points multipliée par 0,45 pourrait permettre dans un pays comme la France une augmentation de la TFP sur le très long terme, sur le moyen et long et très long terme, d'environ 9%. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, hein, ce n'est pas l'alpha et l'oméga évidemment de la productivité, mais on voit que le télétravail participera des gains de productivité qu'on attend de la révolution numérique en France, comme d'ailleurs dans les autres pays avancés. Voilà pour ma présentation. Merci à tous. Merci Gilbert de cette présentation optimiste. Tu nous as promis des gains de productivité grâce à la révolution numérique. C'est vrai que ça fait un moment qu'on les attend et donc on est content de voir qu'ils arrivent. Alors peut-être, dans ma discussion, j'essaierai peut-être de relativiser l'optimisme, mais on n'est pas encore là. Je passe tout de suite la parole à Christine Erel et Malo Mofakami donc pour leur présentation sur le télétravail et le bien-être des salariés. Alors, je vais du coup démarrer. Je vais juste attendre que Malo nous ait mis le diaporama. Alors, le temps qu'il le mette peut-être en plein écran, Malo, je ne sais pas si tu peux grandir un peu ou si on est au max. Enfin bon, sinon ça va, hein, mais... donc juste pour vous dire, donc pour démarrer, que donc ce qu'on va présenter ici est basé effectivement donc sur des données qui datent d'avant la crise sanitaire, comme donc le travail précédent. Alors si tu peux passer la première diapo, s'il te plaît. C'est bon comme ça? Non, pour l'instant on est toujours sur la première. Ah, alors, il faut que je repartage. J'arrive. Hein. Hop. Alors, le temps que le partage se refasse, juste, je vais simplement donc pour vous indiquer donc ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, Malo et moi est issu d'un ensemble de travaux qui sont des travaux collectifs conduits au CET et puis au-delà dans le cadre d'un projet européen qui est le projet Beyond et puis d'une ANR, l'ANR Job Sustain. Donc, des travaux qui impliquent d'autres chercheurs et en particulier donc au TCET Mathilde Guergouette-Larivière qui est en congé maternité mais qui a participé donc au document de travail sur lequel s'appuie cette présentation, et aussi une jeune collègue qui travaille avec nous dans le cadre du projet ANR qui s'appelle Mathilde Nutarelli qui doit être en ligne actuellement aussi pour suivre cette conférence. Alors, pour démarrer la présentation, donc nous, notre travail s'inscrit dans une perspective qui n'est pas au départ concentrée sur le télétravail, mais qui est plus large, qui se pose la question en général de la flexibilisation du temps de travail et des modes d'organisation du temps de travail en entreprise que l'on a vu se développer dans l'ensemble des pays de l'OCDE depuis maintenant une vingtaine d'années, hein, progressivement, avec une accélération avec bien sûr le développement du numérique. Donc les outils de flexibilité du temps de travail sont multiples. Ils peuvent s'appuyer sur différentes formes de flexibilité. Donc une flexibilité des horaires avec des horaires variables, une flexibilité de la durée du travail avec le temps partiel, éventuellement des modulations de cette durée, une flexibilité du lieu de travail comme le propose effectivement le télétravail.
Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est tout cet ensemble d'outils de flexibilisation du temps de travail et leurs conséquences pour les salariés en termes de satisfaction, de bien-être et également de santé au travail. Alors, les effets de ces outils de flexibilité sont globalement ambigus. Donc, on va retrouver l'idée d'effets incertains ici du télétravail, mais donc ça vaut plus largement pour les formes de flexibilité du temps de travail. On peut avoir des effets clairement négatifs parce que ce sont des outils qui risquent d'intensifier la pression au travail, de perturber l'équilibre entre vie personnelle et vie familiale. Mais ce sont aussi, d'un autre côté, des outils d'autonomie, de contrôle sur le temps de travail, dans certains cas, et qui, dans ce cas, peuvent, au contraire, avoir des effets plutôt favorables, y compris sur cette même conciliation. Donc, on est bien sur une situation de départ des hypothèses qui posent l'ambiguïté des effets de ces innovations organisationnelles en matière de temps de travail sur la satisfaction des travailleurs et au-delà, on va l'évoquer brièvement, sur leur santé. Alors, donc, rapidement sur ce qui a été déjà fait sur ces questions auparavant. Donc, on a des travaux effectivement sur cette tendance à la flexibilisation du temps de travail qui, en France, a été largement aussi accentuée par les 35 heures qui ont finalement permis aussi le développement d'une flexibilité du temps de travail dans le cas français, sachant que, donc, par ailleurs, de manière générale, les innovations technologiques tendent à accentuer cette flexibilisation. Donc, on revient rapidement sur quelques études qui effectivement confirment l'ambiguïté que j'évoquais, avec des travaux qui montrent que la maîtrise du temps de travail, donc l'autonomie de décision et d'organisation du travail, a tendance à accroître la satisfaction, que par contre, tout ce qui va conduire à des horaires atypiques, des horaires décalés, le travail la nuit, le travail les week-ends, détériore la satisfaction des travailleurs. En termes de conciliation vie familiale, vie professionnelle, effectivement, on a aussi un lien très important, c'est l'effet de ces modes d'organisation du temps de travail via la conciliation qui va jouer fortement sur la satisfaction déclarée. Alors, concernant plus spécifiquement le télétravail, puisque donc là, nous, on va se centrer dans cette présentation sur la question du télétravail. Donc, effectivement, on retrouve, là encore, l'ambivalence évoquée précédemment, alors sachant qu'il y a quand même peu de travaux empiriques avant la crise sanitaire, dans la perspective, donc y compris de la satisfaction des travailleurs. Donc, globalement, donc, on a des données du BIT et de Eurofound qui montrent que les travailleurs européens recourant au télétravail, donc là, avant la crise sanitaire, déclarent globalement de meilleurs niveaux d'autonomie et de conciliation, mais d'un autre côté, déclarent également des niveaux d'intensité du travail plus élevés et un risque de débordement du temps de travail sur la vie personnelle. On a ensuite des travaux plutôt dans la littérature internationale, avec une étude expérimentale sur des travailleurs chinois qui est très particulière, sur laquelle on ne va peut-être pas s'étendre ici, mais qui a plutôt effectivement montre des effets positifs dans un cas très particulier sur la satisfaction et sur la performance des travailleurs, et des travaux plutôt d'économie expérimentale qui tendent à montrer que le télétravail reste l'une mesure d'arrangement du temps de travail qui est particulièrement valorisée par les travailleurs. Donc ça rejoint ce que disait tout à l'heure Gilbert. Je n'ai pas lu le document de travail auquel il faisait référence, mais c'est l'idée qu'en fait, les travailleurs seraient prêts finalement effectivement à payer pour accepter, pour avoir un arrangement d'organisation du travail avec du télétravail. Donc, par ailleurs, dans cette littérature, on a des éléments qui montrent que le contexte compte. Ce n'est pas forcément le télétravail en soi, ça va être aussi le contexte à la fois familial, la présence d'enfants dans le foyer ou non, le contexte aussi de travail plus largement. Est-ce qu'on est sur des fonctions avec de longues heures de travail ou pas? Donc tout ça, ça va être des éléments qui comptent et qui vont influencer l'impact du télétravail sur la satisfaction. Alors, dans le cas français, on a des analyses qui ont été conduites par Alépée et Moreau en 2019 et qui montrent sur les cadres et qui montrent qu'en moyenne, les cadres qui télétravaillent ne sont pas plus satisfaits que les autres cadres. Toutefois, dans leur cas, la présence d'accords sur le télétravail dans l'entreprise améliore leur satisfaction au travail
Et l'autre résultat, c'est que l'intensité du télétravail, au-delà de 2 jours, dégrade donc la satisfaction au travail. Donc on retrouve cette idée de courbe en U qu'évoquait Gilbert, mais là dans le cas de la satisfaction au travail en lien avec le télétravail. Alors nous, donc, on a travaillé pour ces analyses qu'on vous présente ici, à partir de l'enquête-réponse de 2017, donc, qui est une enquête couplée entre donc, employeurs et salariés, qui donc, nous permet d'avoir des observations sur un peu plus de 20 000 salariés, dont 4 271 établissements, d'au moins 11 salariés dans les secteurs privés et publics. Donc, on a des informations au niveau employé sur le télétravail, la pratique du télétravail, sur la satisfaction, donc, qui sont donc, les 2 variables principales qu'on va utiliser, mais également donc, des questions sur la facilité à concilier la vie personnelle et le travail, sur le contexte de l'entreprise et en particulier la perception de la qualité de l'information sur le temps de travail par les salariés, et puis des questions sociodémographiques classiques. Au niveau des employeurs, on a donc au niveau des établissements des informations sur la négociation collective dans l'établissement, sur le régime de temps de travail qui y est appliqué, et puis sur la stratégie principale de l'entreprise et en particulier donc, le fait de savoir si l'innovation constitue un objectif central dans l'entreprise en termes de stratégie. Et puis enfin, un certain nombre de variables de structure, de taille, secteur, etc. Donc, dans nos analyses, on a donc 2 étapes principales. Donc, alors d'abord rapidement sur les statistiques descriptives, hein, donc on a un peu plus de 9% des travailleurs de l'échantillon qui déclarent effectuer du télétravail. On obtient aussi un résultat qui est que les télétravailleurs sont surreprésentés au sein des entreprises innovantes, donc des entreprises qui déclarent une stratégie d'innovation, ce qui donc montre de nouveau ce lien existant entre innovation et télétravail. Les télétravailleurs déclarent un niveau de satisfaction légèrement supérieur aux autres travailleurs. Alors ensuite, dans nos analyses, donc, nous allons mener des analyses multivariées en 2 étapes. Une première pour examiner, analyser les déterminants des arrangements de temps de travail, dont le télétravail. Donc ici, c'est ça qu'on va vous présenter. Et ensuite, les facteurs qui influencent la satisfaction au travail, y compris donc les arrangements de temps de travail, dont le télétravail. Donc à chaque fois, on prend en compte un ensemble de variables de structure au niveau entreprise et de variables socio-économiques classiques au niveau des salariés. Donc je vais passer la parole à Malo pour la suite du coup de la présentation et les résultats que nous retenons de ces analyses. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, donc je suis désolé de ne pas être présent sur place. Ça aurait été peut-être plus simple pour faire la présentation à 2 voix avec Christine. Donc du coup, oui, voilà, donc je vais prendre la suite. Donc au niveau de l'analyse, donc on n'a pas mis, contrairement à ce qu'a fait Gilbert, on n'a pas mis les tableaux de régression, mais voilà, on les a en annexe. Donc s'il y a des questions, on pourra revenir dessus. Puisque comme l'a dit Christine, en fait, notre analyse à la base, elle ne focalise pas exclusivement sur le télétravail, mais en effet sur plusieurs modalités d'arrangement du temps de travail. Donc là, je vais vous présenter principalement les résultats sur le télétravail. Donc dans la première étape de nos régressions, l'enjeu c'est de montrer un peu qui sont, donc de façon contrôlée, en contrôlant les caractéristiques sociodémographiques, qui sont les télétravailleurs et les télétravailleuses avant la crise, hein, puisque là on est avant la crise sanitaire, puisqu'on est en 2017. Donc, on observe de nos régressions que les télétravailleurs sont plus fréquemment des hommes, des professions qualifiées et sont majoritairement en dehors des secteurs du commerce et de l'industrie. Donc, c'est 2 secteurs où il y a moins de télétravailleurs. Évidemment, la plupart des télétravailleurs se situant plutôt dans les secteurs des services. Et notamment, quand on rentre un peu plus dans la finesse des analyses, c'est plutôt dans les secteurs de la finance, notamment, où on a le plus fort taux de télétravailleurs.
Ce qu'on observe aussi, c'est que les travailleurs, ils travaillent plus fréquemment à distance dès lors qu'ils sont dans un établissement, donc dans une entreprise, qui déclarent comme stratégie principale l'innovation. Là, ça vient confirmer un certain nombre de liens mis en avant dans la littérature qui montrent que l'environnement innovant, l'environnement numérique et technologique favorise en tout cas les usages du télétravail, en tout cas avant la crise sanitaire en particulier. Et donc ça, on l'observe pour tous les sous-groupes de salariés dans cette relation. Donc même pour les travailleurs, par exemple, moins qualifiés, qui sont moins présents en télétravail, il y a quand même une surreprésentation de ces travailleurs en télétravail dans les entreprises innovantes. Voilà, donc ce qu'on a mis ici, c'est que c'est à peu près logique, puisque souvent ces entreprises innovantes sont aussi celles qui ont des formes d'organisation du travail plus autour des formes de ce qu'on appelle les innovative workplace, et donc du coup qui mettent plus facilement en œuvre des dispositifs d'aménagement par le télétravail. Voilà, on a mis quelques références. Alors la deuxième étape qui concerne vraiment le cœur de la présentation, c'est de s'intéresser dans une deuxième régression sur les déterminants de la satisfaction et notamment sur l'effet du télétravail sur la satisfaction. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une analyse en deux étapes. C'est ce qu'on mettait au sein de cette étape, deux sous-étapes. C'est-à-dire que dans un premier temps, on fait une régression sans mettre en avant la variable de conciliation. Et on observe en effet que le télétravail améliore, toutes choses égales par ailleurs, à caractéristiques données, un plus haut niveau de satisfaction au travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès lors qu'on intègre dans notre analyse de régression une variable sur la conciliation entre travail et vie personnelle, puisqu'on interroge le salarié sur est-ce que il ou elle arrive à concilier travail et vie personnelle, et on observe que l'effet du télétravail sur la satisfaction disparaît, et c'est bien l'effet de cette conciliation. Et donc en fait, il y a une sorte de variable de médiation, qui est cette variable de conciliation sur la satisfaction. C'est-à-dire que c'est plutôt l'effet du télétravail, c'est plutôt le télétravail qui améliore la satisfaction par le biais des possibilités de conciliation que le télétravail en soi. Alors après, dans un second temps, on a quand même mené des analyses sur des sous-échantillons pour voir s'il y a des hétérogénéités dans ces effets. Et donc on voit par exemple que pour les femmes, donc pour les travailleuses et pour les travailleurs en général moins qualifiés, l'effet positif du télétravail sur la satisfaction persiste. Alors, c'est un peu éventuellement compliqué à expliquer, mais en fait, ça peut s'expliquer par le fait, et ça va peut-être rejoindre d'ailleurs une partie des travaux qui ont été présentés dans la première partie de la conférence, puisque ça suggère un petit peu que le télétravail est une modalité peut-être appréciée en soi, au-delà de son seul effet sur l'arrangement du temps de travail, donc offrant plus de conciliation. Et ça peut venir du fait que comme c'est des catégories de travailleurs, donc à la fois les travailleuses et puis les travailleurs moins qualifiés, c'est des catégories qui ont moins souvent recours au télétravail, et donc du coup, pour ces catégories de travailleurs, ça représente une particularité ou peut-être une faveur ou un avantage ou un aménagement plus particulier qui est plus apprécié du coup en soi, tandis que peut-être que pour les travailleurs plus qualifiés et puis pour les hommes, comme c'est des modalités plus fréquentes, ça c'est moins considéré comme un aménagement particulier. Alors ensuite, on a aussi mené des résultats complémentaires sur la santé. Alors là, c'est pas très simple parce qu'à travers l'enquête réponse, on a qu'une seule question sur la santé, puis c'est une question qui est assez subjective sur est-ce que le travail semble dégrader ou pas la santé des salariés. Et donc là, on n'observe pas d'effet significatif dans l'ensemble, mais pareil, dès lors qu'on analyse par sous-échantillon, on observe que le télétravail est associé à un meilleur niveau de santé pour les travailleurs peu qualifiés. Et donc là, ça suggère aussi que c'est peut-être le télétravail pour ces travailleurs, donc il est beaucoup moins fréquent, mais pour les travailleurs moins qualifiés, il s'agit vraiment d'une modalité d'aménagement, peut-être pour des contraintes physiques au travail. Et donc ça, c'est assez concordant avec des enquêtes, notamment de l'Eurofonds, qui montrent que le travail à distance permet d'améliorer, aussi d'alléger les contraintes physiques au travail. Et donc peut-être que pour cette catégorie de travailleurs, c'est vraiment un aménagement qui sert à alléger les contraintes physiques, mais en tout cas dans l'ensemble des travailleurs, et notamment une grande partie sont quand même assez qualifiés, il n'y a pas d'effet direct télétravail et santé.
toujours à partir de l'enquête-réponse, mais sur un autre niveau d'analyse. Donc ça va donner lieu à un autre document de travail sur lequel on est en train de se pencher avec Christine et puis nos autres co-autrices. C'est d'essayer de montrer si on observe au niveau établissement, donc là plutôt aussi pour faire le lien avec la présentation, enfin les premières présentations de la conférence, pardon, on essaie de voir si au niveau de l'établissement, la mise en place du télétravail a un effet par exemple sur l'absentéisme ou sur les accidents au travail. Et bon, on n'observe pas de lien très très clair en tout cas, mais il y a un effet qui ressort, qui est quand même assez intéressant, c'est que le télétravail, alors plutôt pour les non-cadres là aussi, est associé à un plus faible niveau d'absentéisme. Donc ça vient encore un peu renforcer l'idée selon laquelle le télétravail est une modalité un petit peu particulière, hors du commun, qui peut favoriser aussi le retour au travail, par exemple, de travailleurs peut-être peu qualifiés, qui ont des problèmes de santé et qui ont du mal à bénéficier de l'environnement de travail au quotidien et qui, du coup, déclarent plus d'absentéisme. Voilà. Alors, en conclusion, et pour ouvrir aussi sur la discussion, donc dans l'ensemble, notre étude, elle s'inscrit vraiment dans les travaux précédents qu'on a pu voir sur les effets du télétravail, sachant qu'il faut quand même noter qu'il y a assez peu de données sur le sujet. Jusqu'à récemment, là, il va y en avoir beaucoup, mais le télétravail a donné lieu à assez peu de données. Et même dans l'enquête-réponse, où il y a une question sur le télétravail, il n'y a pas beaucoup de questions pour essayer de creuser un peu dans la... par exemple, on n'a pas le taux de télétravail, on sait juste si le travailleur télétravaille, mais on ne sait pas si c'est beaucoup ou un peu. Donc voilà, donc on a des données quand même assez parcellaires. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est, bon, ça, enfin, l'ensemble des présentations l'ont souligné, mais le télétravail était resté en tout cas une pratique assez marginale jusqu'à la crise sanitaire récente. Par ailleurs aussi, on ne montre pas, et donc ça c'était une des hypothèses qu'on voulait tester, que la négociation collective ou les accords ont un effet important sur le lien entre télétravail et satisfaction. En tout cas, dans les données, de l'enquête-réponse qu'on a étudiée, on ne trouve pas de façon très nette ce lien. Et que du coup, voilà, il semblerait plutôt que ce soit des aspects individuels comme les longues heures de travail, l'autonomie, les conditions de travail ou la répartition du travail domestique qui pourraient avoir plus d'effets, en tout cas sur la période avant crise. Et puis du coup, pour résumer un petit peu, ce qu'on trouve, mais là aussi c'est en phase avec ce que montre la littérature, c'est que le télétravail n'est pas en soi une modalité de la satisfaction au travail. Alors bon, là il peut y avoir débat en effet, notamment par rapport aux remarques qu'avait soulevé Gilbert Fett, mais dès lors qu'on intègre aussi des aspects sur la maîtrise du temps de travail, sur la conciliation, on voit que finalement le télétravail est un moyen par lequel les travailleurs améliorent la maîtrise de leur temps de travail, et c'est plutôt la maîtrise du temps de travail qui améliore la satisfaction. Et donc dans le cas où le télétravail accroît l'intensité du travail et les longues heures sans donner la possibilité d'une maîtrise du temps de travail, c'est pas sûr que la satisfaction soit améliorée, voire même elle pourrait être détériorée. Donc ça vient un peu modérer un peu l'analyse sur laquelle le télétravail serait positif. Et donc pour finir, donc on a aussi en effet des effets hétérogènes, ça on l'a montré, donc ça c'est quand même un point un peu à discuter, le fait que le télétravail est une modalité plus bénéfique pour les femmes et pour les moins qualifiées. Alors ça c'est, est-ce que ça tient du fait que c'est plus rare et donc du coup il y a un effet vraiment plus d'aménagement du temps de travail, comme une sorte de faveur donnée par exemple aux travailleurs, ou est-ce que ça viendrait uniquement du fait que l'échantillon est petit et qu'on a des effets qui sont pas simples à capter. Par ailleurs, et j'en profite parce que pour ouvrir la discussion, je pense que c'est intéressant, je collabore avec des collègues de l'INED sur un certain nombre de projets, notamment le projet Télégenre, qui est un projet d'analyse des effets du télétravail sur les conditions de travail dans le cadre de la crise sanitaire, donc à partir des enquêtes qui ont été menées dans le cadre de la crise sanitaire, donc à la fois l'enquête Trakov et puis aussi l'enquête Epikov. Donc pour l'enquête Trakov, c'est une étude qui a été menée en janvier 2021 et en cross-section, et puis l'enquête Epikov, c'est une enquête en panel qui permet de suivre une cohorte de Français pendant la période, avec des questions notamment, mais pas uniquement, puisque l'ensemble des items est très large, avec des questions relatives au télétravail. Et donc, bon, voilà, c'est des résultats très, très préliminaires, mais ce qu'on a pu observer, c'est que
En effet, dans l'ensemble, en tout cas sur l'enquête Tracov, donc janvier 2021, c'est longtemps après la crise, donc il y a quand même, enfin avant le début de la crise, donc il y a eu pas mal de modalités d'aménagement qui ont pu être mises en place. Mais on observe en effet que ça accroît les marges de manœuvre et de contrôle, c'est plutôt ce qu'on observe, un meilleur niveau d'organisation, plus d'autonomie, aussi des niveaux d'efficacité au travail qui sont plus élevés. Mais en revanche, on observe aussi plus d'exigences déclarées par les travailleurs, souvent plus de longues heures de travail, une charge mentale accrue avec beaucoup d'interruptions dans les tâches et de gestion au quotidien. Et puis, un phénomène d'isolement aussi pour les télétravailleurs qui se déclarent plus éloignés aussi de leurs managers, de leurs collègues. Et donc, du coup, voilà, on est sur un effet qui est un petit peu ambigu. Et puis sur les enquêtes en panel, donc qui permettent d'avoir un peu de profondeur, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même uniquement sur la question, parce qu'on n'a pas encore posé toutes les questions, mais sur la question de l'aménagement du temps de travail, on voit quand même que c'est parmi les travailleurs qui sont passés en télétravail et puis qui sont restés, alors soit de façon un peu totale, soit de façon hybride, qu'on observe le plus fort taux d'aménagement positif du temps de travail. C'est-à-dire que l'ensemble des travailleurs sont à peu près comparables sur est-ce que l'aménagement du temps de travail s'est dégradé, amélioré ou est resté stable. Mais pour les catégories qui sont plutôt en télétravail ou qui ont commencé le télétravail avec la crise et qui sont restés, on observe plutôt que c'est là où il y a une amélioration du temps de travail. Donc on voit bien que c'est quand même un levier d'amélioration de l'aménagement du temps de travail. Et puis enfin, aussi un travail que j'ai conduit qui est toujours en cours mais qui a donné lieu à une publication connaissance de l'emploi du CET sur les données européennes. Donc là, c'est juste après la crise, parce que c'est en juin 2020, donc il y a encore beaucoup de mesures. Donc là, on est dans une période un petit peu compliquée niveau travail. Et là, on voit pour le coup que le télétravail a été vraiment, ça rejoint la littérature, le télétravail a été un protecteur sur le chômage et sur les pertes d'activité. Mais à l'inverse, on voit une forte hausse de la pression au travail et puis une détérioration aussi de la qualité du temps de travail et de l'environnement de travail en Europe. Donc là, c'est sur données européennes. Voilà. Donc tout ça semble plutôt concorder pour lui dire qu'il y a des aspects positifs en effet sur le télétravail qui permet des aménagements, mais que sans réglementation ou encadrement, ça peut aussi être un vecteur d'accroissement de la pression. Et donc l'effet sur la satisfaction dépend vraiment de quel effet l'emporte et de comment tout cela est régulé. Donc ça appelle évidemment à des besoins de régulation. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis on est évidemment disponible pour les questions. Merci Malo de cette présentation. Alors, on a eu finalement quasiment 4 présentations pour le prix d'une. Donc tu nous as léché avec des résultats à venir. Bon, moi je vais faire une discussion. Alors je vais essayer d'être assez court parce qu'il est déjà la demi et il faudrait quand même qu'il y ait du temps pour le débat. Donc je vais raccourcir un peu sur les points les plus techniques. Je vous enverrai peut-être des remarques par écrit. Alors je vais commencer par la dernière présentation. Et un des résultats alors les plus intéressants, je dirais les plus marquants et qui va avoir tout de suite, on va le voir, un rapport avec la première présentation, donc celle de Gilbert sur la productivité, c'est que vous montrez de façon très claire que les entreprises, les salariés qui font du télétravail sont plutôt dans des entreprises dont la stratégie de compétitivité est fondée sur l'innovation. Et alors là, il y a je n'ai pas vu l'autre ratio parce que vous donnez un coefficient, mais il a l'air très fort et très significatif. Donc, c'est quelque chose qui a l'air assez massif. C'est vraiment intéressant parce que ça montre bien que ce n'est pas n'importe quelle organisation qui va adopter et développer le télétravail, en tout cas avant la crise sanitaire et probablement après. Alors, mais évidemment, ça, c'est pas le focus principal de votre étude. Le focus principal, c'est sur la satisfaction au travail. Et là, alors, il y a des résultats qui sont intéressants, parfois un peu différents de ce qu'on avait trouvé, ce que Amélie Mourou et Sébastien Alépé avaient trouvé
à partir de l'enquête Sumer, donc de la même année que Réponse, 2017. Mais c'est peut-être dans les... Par exemple, dans l'enquête Sumer, on ne voit pas de satisfaction au travail plus importante pour les télétravailleurs. Globalement, il n'y a pas de différence. Alors, on voit une conciliation légèrement améliorée dans l'enquête Sumer. Et là, c'est un résultat qu'on retrouve aussi dans votre travail à partir de l'enquête Réponse. Et un résultat particulièrement intéressant et qui paraît apparemment paradoxal, c'est que, alors, dans l'enquête Réponse, la préférence, disons, l'amélioration de la satisfaction au travail liée au télétravail est moins liée à la conciliation pour les femmes que pour les hommes. Alors, est-ce que c'est... Alors, c'est un résultat qui paraît paradoxal, mais qui ne l'est peut-être pas. Dans l'enquête Trakov, on a pu voir que la conciliation, alors, télétravail de crise, c'est pas du tout la même chose qu'avant, mais la conciliation, elle est améliorée surtout pour les hommes. Les femmes ne se félicitent pas, n'ont pas vraiment la sensation, pas du moins pas du tout autant que les hommes, de voir une conciliation améliorée grâce au télétravail. Sans doute parce que le partage sexué des tâches domestiques n'a pas été vraiment modifié, peut-être même a été aggravé dans certains cas, avec notamment la présence des enfants à la maison. Un autre de vos résultats qui est aussi très intéressant, c'est que la satisfaction au travail est plus améliorée par le télétravail dans le cas des travailleurs les moins qualifiés. Alors là, dans la présentation, Malo, tu as fait allusion à une explication un peu différente de celle que j'avais lue dans le rapport. Dans le rapport, vous aviez suggéré que cet effet positif résiduel du télétravail sur la satisfaction des moins qualifiés pourrait être associé à une plus grande autonomie due au télétravail. Je m'étais dit en lisant le rapport, mais en fait, pourquoi ne pas tester directement cette hypothèse et en incluant dans les modèles des variables, notamment sur l'autonomie, qui existent dans le questionnaire salarié de l'enquête réponse. Et je me suis même posé la question, pourquoi est-ce que, si vous étudiez la satisfaction, pourquoi est-ce que des variables importantes pour expliquer la satisfaction, comme l'intensité du travail, l'autonomie, j'ai déjà dit, mais aussi la reconnaissance ou le soutien social, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas incluses dans les modèles? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, disons, de biais liés à des variables omises, alors qu'elles sont disponibles dans l'enquête? C'est un peu une question que je me suis posée. Mais dans ta présentation orale, tu as donné une autre interprétation pour le fait que le télétravail améliore plus la situation des moins qualifiés. Tu as évoqué un effet, disons, de distinction. Comme c'est plus rare chez les travailleurs moins qualifiés d'être éligibles au télétravail, ils se sentiraient finalement gratifiés ou distingués. C'est une piste intéressante. Et sur l'effet sur la santé, alors là, j'ai un peu une réticence à parler d'effet sur la santé parce que alors d'abord, c'est pas sur la santé, puisque dans l'enquête, c'est l'impact, c'est l'opinion du salarié sur l'impact de son travail sur sa santé. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que l'effet du travail sur que le niveau de santé du salarié. Mais surtout, on avait montré, enfin toujours les travaux d'Alépé et Moreau sur l'enquête Sumer avaient montré que on avait visiblement un effet de sélection assez important au niveau de l'éligibilité au télétravail, avec un niveau de santé plus faible pour les télétravailleurs, 2 fois plus, par exemple, de travailleurs avec un handicap reconnu parmi les télétravailleurs que parmi les travailleurs en présentiel. Donc, c'est une forme d'aménagement du temps de travail pour des salariés en mauvaise santé. Et du coup, on peut sans doute penser que s'ils trouvent que le travail a plutôt un bon impact sur leur santé, c'est justement parce qu'ils ont été mis sur un poste aménagé en télétravail. Donc là, on ne peut pas parler d'impact du télétravail sur la santé, mais
faudrait plutôt parler d'impact d'un aménagement de poste par rapport à un niveau, enfin, à une santé dégradée a priori. Et voilà. Et mon dernier point concernant votre travail, c'est sur la question de la négociation, ou plus généralement, oui, de la participation des salariés à la mise en place du télétravail. Alors, oui, alors là, c'est une question que je me pose parce que vous ne trouvez pas, vous, d'impact, notamment de la signature d'un accord sur le télétravail, sur la satisfaction des salariés. Alors, encore dans le papier d'Alépé et Moreau, le résultat est différent. Donc là, il y a aussi peut-être un point à élucider. Il trouve un impact positif de la signature d'un accord collectif sur le télétravail sur la situation des salariés. Et dernier point, donc, c'est sur, au-delà de la négociation, dans quelle mesure les salariés ont-ils la possibilité de participer aux décisions concernant l'organisation du télétravail. Et là, je pense que vous auriez pu utiliser une question qui est dans le questionnaire de l'enquête, hein, qui est sur l'association des salariés aux décisions concernant l'organisation de leur travail. Ça aurait été intéressant de voir dans quelle mesure, quand les salariés disent oui, tout à fait, dans mon établissement, les salariés sont associés à l'organisation du travail, dans quelle mesure est-ce que ça se traduit ou non par une satisfaction plus importante sur l'organisation du travail. Parce que c'est vrai que, comme le disait, le disaient les intervenantes de la première table ronde, la mise en place top-down, autoritaire et non négociée du télétravail peut aboutir à des formes de dégradation du travail lui-même, hein, dans le sens d'une plus grande abstraction, une plus grande fragmentation, une plus grande procéduralisation. Marie Beneteau-Meyer parlait d'un travail déspatialisé et déqualifié dans sa discussion. Donc voilà, ce serait vraiment intéressant de voir dans quelle mesure ces risques sont minimisés, sont réduits au cas où il y a une organisation plus participative ou une possibilité pour les salariés de participer davantage aux décisions. Donc voilà pour moi ce que j'avais, voilà mes remarques sur votre présentation qui vraiment enrichit la compréhension de du lien, enfin, entre télétravail et conditions de travail, mais pourrait aussi amener des confrontations et des développements. Alors j'en viens au travail des collègues de la Banque de France, donc Antonin Bergeau, Gilbert Sett et Simon Drapala, qui là aussi est un travail très original. Alors Gilbert a dit que c'était le premier qui, je ne me rendais pas compte que c'était aussi innovant que ça, mais c'est vraiment très très intéressant ce qu'ils ont réussi à faire, avec une grosse enquête sur les établissements industriels et une analyse statistique vraiment assez sioux du lien entre télétravail et productivité globale des facteurs. Alors, je vais faire quelques remarques un peu, disons, alors c'est vrai que l'effet, Gilbert l'a souligné, l'effet trouvé est assez considérable. L'effet trouvé du télétravail sur la productivité globale des facteurs est tout à fait spectaculaire, même si ça ne paraît pas grand-chose, une élasticité de 0,45, ça ne paraît pas énorme comme ça, a priori, mais en fait, si, en économie, c'est beaucoup, quoi. Une élasticité de 0,45 sur la productivité, c'est tout à fait énorme. Et je dois dire que ça me laisse un peu songeur, parce qu'on est sur un échantillon où on a 1% de télétravailleurs dans les entreprises enquêtées. Comment est-ce que le télétravail développé, comment est-ce qu'un développement aussi marginal du télétravail peut déjà donner lieu à l'identification de résultats aussi spectaculaires sur la productivité? C'est extrêmement surprenant. Alors, 1% de télétravailleurs, il faut remarquer que c'est déjà nettement moins que dans les enquêtes, disons, du ministère du Travail, notamment dans l'enquête Sumer, ou dans l'industrie, on a 3% de télétravailleurs réguliers,
Et dans l'enquête conditions de travail de 2019, on a près de 5% de télétravailleurs réguliers dans l'industrie. Donc là, on a un échantillon où le télétravail apparaît nettement moins développé que dans l'industrie, en tout cas dans les enquêtes du ministère au même moment. Donc ça, c'est une première interrogation sur la représentativité de l'échantillon, en tout cas par rapport au télétravail. Ensuite, deuxième surprise, alors, c'est le fait que les entreprises pratiquant le télétravail occupent beaucoup moins d'espace, hein, et dans le texte, c'est 3 mètres carrés en moins par employé, encore une fois, alors qu'on a 1% de télétravailleurs. Donc, alors, dans le texte, il n'est pas évoqué une relation de causalité entre télétravail et réduction des mètres carrés. Gilbert a été moins prudent dans la présentation orale où il a parlé d'un effet du télétravail, mais je ne comprends pas, je comprends pas comment on peut attribuer au télétravail une différence aussi importante dans la surface occupée par chaque salarié quand il ne représente que 1% de l'emploi. Je dois dire que voilà, il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne vois pas comment c'est possible au stade actuel, à ce stade encore très embryonnaire de développement du télétravail, au moment où l'open space et le flex office, le flex office était encore embryonnaire dans beaucoup d'entreprises. Donc tout ça, ça me laisse penser que, comme le dit Gilbert, il y a, comme il l'a dit dans sa présentation, il y a des variables inobservées qui sont à la fois corrélées au télétravail et à la productivité, et qui introduisent un risque de biais dans l'évaluation de l'impact de la productivité sur le télétravail. Alors, on peut lister ces variables inobservées, hein, Gilbert a parlé de la qualité du management. Il y a aussi évidemment la place dans les chaînes de valeur, hein. On sait que les entreprises qui sont au sommet, disons, des chaînes de valeur, les entreprises plutôt dans les situations de donneurs d'ordre que de sous-traitants, vont avoir des taux de marge plus élevés et probablement certainement une productivité globale des facteurs plus élevés, les efforts de recherche-développement, la stratégie d'innovation, comme le montrait la présentation dont je viens de parler. Donc voilà, on a une série importante de variables inobservées. Et alors, bien sûr, il y a l'instrument, donc l'instrument utilisé à la Bartik, hein. Donc, je ne vais pas rentrer dans la discussion, y compris parce que je ne suis pas suffisamment compétent en économétrie. Je ne connaissais pas les instruments à la Bartik avant d'avoir lu votre papier. J'ai été regarder un petit peu sur les papiers qui utilisent cette méthode. Ce que j'avais compris, c'est que c'était plutôt, ce que j'ai compris en lisant les papiers, c'est que c'est plutôt réservé utilisé pour des modèles en différence, hein. On essaie d'estimer des élasticités prix ou au niveau d'activité, en neutralisant l'effet de chocs locaux non observés sur l'évolution de la variable dépendante au niveau local. Donc, c'est des modèles très particuliers. Je ne sais pas si on les applique souvent dans des modèles statiques comme celui que vous utilisez là. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il y a un effet, je veux dire, j'aimerais croire que l'instrument utilisé suffit à neutraliser les biais liés aux variables inobservées que j'ai évoquées, mais je dois dire, je ne suis pas entièrement convaincu par la performance économétrique de cet instrument. Il faudrait sans doute discuter davantage que c'est fait dans le papier sur les hypothèses qui permettent d'utiliser ce type d'instrument. Et je terminerai en citant un résultat qui nourrit un peu mon scepticisme, c'est que quand vous regardez, vous avez une information qui vous permet de différencier selon les départements de l'entreprise où le télétravail est présent ou non.
Et alors, les effets sont significatifs quand il y a du télétravail dans les départements qu'on pourrait qualifier de bureaucratiques, administration, comptabilité, achat, ressources humaines, c'est-à-dire les départements a priori non créateurs de valeur, alors que le télétravail dans les départements plutôt créateurs de valeur, hein, si on regarde, si on s'intéresse à la source de la performance, qui sont marketing, recherche, production ou logistique, là, les effets ne sont plus significatifs. Il y a aussi là un paradoxe, comment ça se fait que le télétravail aurait un effet positif sur la productivité des départements les moins créateurs de valeur. Voilà, c'est peut-être peut-être un paradoxe là aussi. En tout cas, voilà, c'est vraiment une étude extrêmement intéressante qui produit des résultats très spectaculaires et qui va, je pense, donner lieu à alors je sais que tu reviens à la DARES discuter cette étude dans les semaines qui viennent, donc on pourra aller peut-être plus loin dans la diction technique que ce qu'on peut faire ici. Voilà. Alors, est-ce qu'on fait un petit tour de réponse vite fait quand même, avant de donner la parole d'avoir une discussion avec la salle? Ce serait sans doute utile. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Non. Allez, Malo. Reprenons l'ordre, ok. Christine, tu veux peut-être réagir, hein? Non, mais vas-y, commence, à toi l'honneur. Je commence alors. Déjà, merci beaucoup pour ces retours. Je vais essayer d'être d'être concis pour laisser du temps aussi à des questions. Déjà, voilà, merci pour tous ces retours. Ça met bien, je trouve, en relief nos principales contributions. En effet, il y a pas mal de petits points de différence qui méritent d'être soulignés. Sur l'aspect conciliation, assez rapidement, je pense que c'est en effet un point à la fois étonnant et qui en même temps s'explique assez bien. C'est cet écart entre l'aspect conciliation du télétravail qui est peut-être plus marqué pour les hommes que pour les femmes. Je pense que ça tient en fait aussi de la répartition du travail domestique, c'est-à-dire qu'en fait, entre guillemets, pour le dire un peu crûment, je pense que les femmes n'ont pas attendu le télétravail pour concilier travail domestique et travail sur site. Donc, je pense que le télétravail arrive plutôt comme un outil qui permet des aménagements, mais qui en tout cas n'est pas forcément une solution ou qui n'est pas un outil forcément aussi important peut-être que ce que peut l'être pour les hommes sur la conciliation. Après, dans notre analyse en 2 étapes, on montre quand même que le télétravail améliore la conciliation pour les hommes et pour les femmes, même si c'est plus marqué pour les hommes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le télétravail reste un outil de satisfaction pour les femmes que pour les hommes. Donc là, il y a peut-être d'autres théories qui permettent de l'expliquer. Donc en effet, tu as suggéré pas mal de variables qui sont des déterminants de la satisfaction, comme l'autonomie, mais aussi on pourrait penser à l'environnement de travail, parce que peut-être qu'aussi, si le télétravail est plus apprécié par les femmes, c'est que c'est un outil aussi de fuir des environnements de travail qui peuvent être plus hostiles, qui peuvent être plus conflictuels, etc. Ça, on l'observe par exemple dans les données TRACOS, c'est-à-dire que les télétravailleurs déclarent moins de conflits au travail, moins de confrontation avec la hiérarchie. Donc peut-être qu'il y a aussi par ces biais-là le moyen aussi d'identifier ce surplus de satisfaction qu'il peut y avoir. Sur la raison donnée pour les moins qualifiés, en effet, j'ai essayé de changer un petit peu l'argumentaire pour coller avec les présentations d'avant, parce que je trouvais cet argument de distinction intéressant, mais je pense qu'il ne s'oppose pas à l'idée que c'est aussi un gain d'autonomie. C'est-à-dire que pour le coup, là, c'est un peu ce qu'on observe, c'est que chez ces travailleurs-là, le télétravail est vraiment un outil de mise en place de tout un dispositif d'aménagement du travail qui favorise plus l'autonomie et la conciliation de façon plus marquée que pour les cadres. C'est-à-dire que les travailleurs qualifiés ont déjà des outils d'aménagement qui sont plus importants, donc le télétravail représente moins une opportunité de différenciation par rapport aux autres travailleurs. Donc il peut y avoir un effet par ce biais-là. Et puis peut-être qu'aussi l'effet supplémentaire par l'insatisfaction passe en effet par l'effet aussi sur potentiellement la santé pour ces travailleurs, puisque comme tu l'as très bien dit, je ne l'ai pas assez souligné, mais sans doute que sur l'aspect santé, qui en fait n'est pas la santé au travail, mais qui est la déclaration par le travailleur que sa santé est plus ou moins dégradée par le travail, c'est une vision subjective, il y a en effet une causalité inverse. C'est-à-dire qu'en effet, les travailleurs qui ont un moins bon état de santé
sont plus susceptibles d'être en télétravail. Donc ça a été montré par plein d'études, mais on l'observe aussi dans nos données. Et donc, en effet, sur l'aspect santé, si on considère que c'est un des aspects santé, cette variable qu'elle capte quand même, là, le télétravail est vraiment un moyen d'aménager pour les travailleurs qui déclarent des états de santé plus faibles. Et donc, du coup, ça réduit l'impact du travail sur leur propre santé. Et donc, c'est ça qu'on observe très bien à ce niveau-là. Et donc, ça peut aussi avoir un effet sur la satisfaction. Voilà. Donc, tout ça explique un petit peu l'effet qu'on peut observer sur le télétravail, un effet positif pour les moins qualifiés. Ensuite, sur les accords, et puis je terminerai par ça parce que je ne veux pas être trop long, mais sur les accords, en effet, donc là, on a une petite différence avec le papier d'ALP et Moreau, et puis ça s'oppose aussi un petit peu aux conclusions, c'est-à-dire qu'on voit bien que le télétravail a des aspects positifs et négatifs, et que les aspects négatifs viennent de longues heures de travail, de mauvais aménagements du temps de travail, et donc on se dit bien que les accords et la négociation, la concertation devraient améliorer ça. Donc nous on l'observe pas, peut-être aussi parce que à la différence du papier d'ALP et Moreau, nous on travaille sur l'ensemble des travailleurs et pas que sur les cadres. Et pour le coup, quand on regarde les variables d'accord du télétravail et de télétravailleurs, mais aussi les variables au niveau de la direction qui déclare des télétravailleurs et puis le fait que les travailleurs déclarent du télétravail, donc dans la partie couplée, on voit que ça correspond pas trop. C'est-à-dire qu'il y a plein de télétravailleurs qui sont dans une entreprise où la direction déclare qu'il n'y a pas de télétravail, et puis inversement. Voilà, donc ça, c'est un peu difficile à expliquer. Et dès lors qu'on est peut-être sur des catégories de travailleurs qui sont moins fréquemment en télétravail, comme les moins qualifiés, peut-être que voilà, il y a des dispositifs qui sont mis en place, mais qui sont assez lâches et qui ne sont pas très bien encadrés. Et donc peut-être que nos variables d'accord sur le télétravail, elles ne mesurent pas forcément très très bien la mise en œuvre. Ah, on t'entend plus, Malo. Bon, mais de toute façon, c'est pas très grave. T'avais quasiment fini. On t'entend plus du tout. Gilbert. Écoute, 2-3 éléments de réponse. Merci d'abord pour ces remarques. Sur les comparaisons, donc on a évidemment en moyenne 1,2% de télétravailleurs, sachant qu'il y a 22% de firmes dans lesquelles il y a du télétravail. Dans les firmes qui télétravaillent, ça fait en moyenne, donc entre, il faut multiplier par un peu plus que 5, donc ça fait du 6 à 6,5% de télétravailleurs. Alors, ce chiffre-là ne nous paraît pas complètement décalé pour les entreprises de l'industrie manuf par rapport à ce qu'on observe dans la nature, sachant que les définitions du télétravail sont très variables d'une mesure à une autre. Quelquefois, c'est quelqu'un qui a télétravaillé une fois dans l'année, d'autres fois, c'est quelqu'un qui a télétravaillé une fois dans le mois, une fois dans la semaine, ou qui, quand on prend la photo, télétravaille le jour où on fait l'observation à un moment donné. Donc, faire attention sur les comparaisons. Donc, mais en tout cas, ça ne nous semblait pas complètement décalé de ce qu'on peut voir dans la littérature. Alors, sur l'estimation avec l'instrumentation anapartique, derrière, en même temps, simultanément, il y a pas mal de contrôles. Il y a du contrôle par secteur, 24 secteurs, par la taille, le log des effectifs, par le salaire moyen, le log du salaire moyen, par le taux d'utilisation des capacités de production, c'est-à-dire le positionnement dans le cycle, et puis par le taux de recours au contrat de sous-traitance. On les a laissés, c'est d'ailleurs le taux de recours au contrat de sous-traitance, bien que ce ne soit pas significatif, parce que on trouvait ça intéressant. On a essayé plein d'autres trucs qui ne sortaient pas, qui ne changeaient pas. On montre avec ces quatre-là, mais on en a en stock là qu'on peut exhiber. Énormément de contrôles qui ne changent rien au résultat d'estimation et qui ne sont pas significatifs. Donc ça nous paraît assez intéressant. Quand on se compare aux études qui ont été faites ailleurs, notre 9% au niveau national, en fait, il est assez cohérent. Je prends encore une fois l'étude de Nick Bloom et ses co-auteurs. Il aboutit pour les États-Unis à un impact de 5%. Et il aboutit à un impact de 5% en regardant les effets sur la productivité,
du télétravail dans un contexte Covid, donc dans le contexte le plus défavorable, si j'ose dire, pour la productivité, quoi. Le télétravail au sifflet, enfin tout d'un coup, sans préparation, sans forcément de matériel, éventuellement avec la famille autour de soi, etc. Bon. Donc dans ce contexte défavorable, il aboutit à 5%. Nous, dans un contexte très favorable, hein, qui est celui de l'avant-crise Covid, donc sans aucun impératif sanitaire, on a 9% pour un pays comme la France. C'est pas, ça nous semble, au premier regard, hein, évidemment, tout ça, ça demanderait à être complété, etc., etc., etc. Mais ça nous semble cohérent, sachant qu'en plus, le résultat de Nick Bloom, c'est un résultat qui ne correspond qu'à la productivité du travail. Nous, on parle de PGF, donc on prend en plus en compte l'économie de locaux. Donc on amplifie en quelque sorte l'effet que Nick Bloom évalue sur la seule productivité du travail. Donc c'est assez cohérent. Il y a assez peu de chiffrage, hein, qui traînent dans la nature sur ce qu'on peut en attendre au niveau macroéconomique, au niveau d'un pays, au niveau global. Mais en tout cas, par rapport au travail sérieux fait par Nick Bloom, et Barreiro et Davis, ça nous semble assez cohérent, quoi. Vraiment avec ce qu'ils ont. Mais voilà, il faut le prendre avec prudence. C'est la transposition au niveau global de résultats qui ont été estimés sur un échantillon de petite taille quand même, 1400 boîtes. D'une part, on n'introduit pas dans cette évaluation, on fait de la règle de 3, on n'introduit pas de non-linéarité, etc. Donc voilà, il faut prendre ça avec prudence. Mais c'est un ordre de grandeur qui nous paraît en tout cas comparable avec ce qui existe, pour répondre à ton interrogation. Merci. Est-ce que, alors je ne vois pas tellement de questions, il y a des remarques, mais pas tellement de questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un a une question Ah oui. orale? Oui, Claudia. Je vois Claudia Sénic qui a levé la Enfin, main. une question. Non, mais c'est très, très intéressant. C'était juste sur, plutôt à Malo. Donc, en fait, on compare des gens qui télétravaillent à des gens qui ne télétravaillent pas à un instant donné. Donc, on ne compare pas le fait de passer au télétravail pour une personne. Et puis, de toute façon, on ne sait pas pourquoi les gens télétravaillent ou pas. Mais j'ai l'impression quand même que quand vous présentez vos résultats, il y a une espèce d'hypothèse implicite, c'est ça que je voulais vous demander, selon laquelle, en fait, tout le monde voudrait télétravailler. Et puis, certains auraient tout à coup la possibilité de le faire. Et donc, du coup, effectivement, ça serait causal. C'est-à-dire que là, on les laisse le faire et on voit que ça améliore la conciliation, etc. Donc, est-ce que c'est ça l'hypothèse que vous avez en tête? Moi, je ne suis pas sûre que tout le monde voudrait télétravailler. Et je ne suis pas obsédée par la causalité. Je m'en fiche d'avoir un instrument, et on en a déjà parlé ensemble dans un autre endroit, sur l'autonomie de la volonté. Mais donc, simplement, donc, en termes d'interprétation, c'est plutôt que le télétravail maintenant, c'est un nouvel espace de liberté, quoi. C'est-à-dire que pour certains, ça va leur donner la possibilité, en s'auto-sélectionnant dans le travail peut-être, de mieux concilier travail et puis vie privée, etc. Et on voit que cette possibilité est effectivement favorable pour cela. Mais voilà, donc je ne suis pas sûre que en fait, tout le monde sautera sur cette possibilité avec plaisir. Moi, par exemple, non. Je suis au bureau, comme vous voyez. Voilà. En désobéissance à des instructions gouvernementales. Absolument. Mais non, je viens en vélo, je ne vois personne. Je peux vous dire qu'il n'y a personne ici. Malo, tu veux répondre? Oui, j'espère que mon micro marche, non? Vous m'entendez? Ouais. Oui, très bien. Je vais essayer de... déjà, merci beaucoup pour cette question. Alors, en effet, dans l'étude qu'on a présentée avec Christine, on n'a pas de temporalité. C'est-à-dire qu'on est vraiment on est en coupe transversale, c'est-à-dire qu'on n'a pas de... On n'a pas de logique de temporalité. Néanmoins, on a en effet un modèle en tête. Et donc, du coup, cette question de conciliation, elle était intéressante pour nous, puisque l'idée, c'est qu'on imagine bien que si le télétravail améliore la satisfaction, c'est en partie par sa capacité d'aménager le temps de travail. Et donc, on s'est dit qu'on voulait regarder la potentielle médiation du télétravail sur la satisfaction via la conciliation. Et en effet, on l'observe un petit peu, c'est-à-dire que c'est ce qu'on observe en tout cas sur l'ensemble de notre échantillon.
Après, quand on fait des sous-échantillons, c'est là où on a des petites différences. Mais on voit bien que le télétravail améliore vraiment la conciliation et c'est la conciliation qui a un effet très positif sur la satisfaction. Ça, c'est aussi connu dans la littérature. Donc après, sur l'aspect dynamique, c'est là où toute la question se pose. C'est que là, en fait, on observe ceux qui sont en télétravail et qui déclarent une meilleure conciliation. Est-ce que tous ceux qui ne le sont pas déclareraient aussi une meilleure conciliation, sachant qu'a priori, ceux qui décident de faire du télétravail, c'est aussi parce qu'ils le souhaitent en partie, même s'il y a quand même des contraintes au niveau de l'entreprise. Et donc là, c'est plutôt les données récentes sur le Covid qui nous permettent un peu de répondre à cette question. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même un effet positif de la conciliation. Là, c'est sur les données Epicov. Là, on peut suivre. Donc, en fait, on a 2 types de catégories de travailleurs qu'on arrive à identifier quand on fait des analyses de trajectoire. Donc, ça, c'est le travail en cours qu'on mène avec les collègues de l'INED, mais il y a ceux qui faisaient déjà du télétravail et qui ont intensifié leur télétravail et qui déclarent en moyenne un plus fort taux d'amélioration de leur aménagement du télétravail. Et puis il y a ceux qui ne télétravaillaient pas et qui sont passés en télétravail. Et eux aussi, ils ont un meilleur taux d'aménagement. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt meilleur. Et tous ceux qui sont plutôt confrontés à une dégradation du temps de travail sur la période, c'est tous ceux qui n'ont pas pu passer en télétravail ou qui sont passés en télétravail que uniquement au début, donc les premiers mois du confinement parce qu'il était très drastique, mais qui ensuite sont revenus sur site, sans doute parce que leur métier ne permet pas vraiment, en tout cas les aménagements ne permettent pas un télétravail continu. Donc là, on a plutôt un effet positif, mais après, si on met en balance des analyses plus subjectives sur le nombre de jours souhaités télétravailler, déjà on observe que ça dépasse rarement les 2 jours, enfin les 2-3 jours par semaine, donc ça, c'est ce qu'avait aussi très bien montré Gilles Berset dans sa présentation. Et puis en plus, ça c'est plutôt les données européennes, mais par exemple dans l'enquête Eurofond, on voit que ceux qui ne télétravaillent pas souhaitent moins télétravailler que ceux qui télétravaillent. Donc il y a quand même un petit effet où chacun choisit un petit peu ses modalités. Et donc quand on voit par exemple le réservoir de télétravailleurs de Dingle et Neyman qui disent voilà environ 40% des travailleurs pourraient télétravailler. Je ne sais pas si 40% veulent télétravailler en tout cas, ou en tout cas veulent effectuer tout en télétravail. Donc en effet, je pense que chacun essaie de choisir les modalités qui lui conviennent aussi un peu plus. Voilà ce que je peux apporter sur ces éléments. Ok. Alors je me tourne vers les organisateurs et organisatrices. Est-ce qu'on a encore un peu de temps ou bien est-ce qu'il faut conclure là? Je remarque qu'on est en train d'atteindre le niveau de 100 participants, donc on a perdu un tiers des participants par rapport au début de la conférence. On avait affiché une fin à 17h, donc on atteint l'horaire de fin officiel, mais on peut quand même prendre encore 1 ou 2 questions s'il y en a avant de conclure, sans donc trop intensifier nos horaires de travail. Alors, est-ce qu'il y a encore une question, une remarque? Pas de remords? Si Ok, tu m'autorises, Thomas, s'il n'y a pas de questions, juste en complément de la réponse de Malo, tu vois, Claudia, dans les réponses que l'OCDE signale à son enquête, hein, qui est vraiment très très vaste, les préférences signalées des salariés, c'est 2 tiers, hein, 2 tiers qui veulent télétravailler. Donc il y a un gros tiers, tu appartiens à cette forte minorité, mais malgré tout minoritaire, toi, je te dis ce chiffre de 2 tiers de mémoire, il faut le vérifier, mais j'étais assez étonné. La proportion concernant les entreprises était moindre. Et après, quand tu déclines ça selon évidemment les boulots, etc., mais même selon la seniorité, on remarque, et d'ailleurs je l'ai remarqué pour les chercheurs de la Banque de France, les très très seniors sont prêts à télétravailler pas mal de jours dans la semaine. Les gens qui sont un peu moins seniors, alors toi tu serais une exception là, tu serais un outlier, mais sont plutôt demandeurs d'interaction avec l'équipe de recherche et donc veulent télétravailler très peu et être sur leur lieu de travail, enfin dans l'entreprise, un beaucoup plus grand nombre de jours. Toi, c'est étonnant. Mais en tout cas, statistiquement, j'observais que les jeunes étaient dans les équipes de recherche, étaient présents à la Banque de France pendant l'époque même de confinement un peu sensible. Très bon signe pour moi. C'est un compliment. Merci. Christine, tu veux conclure?
Non, j'ai rien à ajouter par rapport à ce qui a été dit, mais en tout cas simplement peut-être pour remercier toutes les personnes qui ont participé à cette conférence, donc tous les présentateurs et présentatrices discutantes et discutants, et puis aussi les personnes qui ont contribué à l'organisation, y compris pratique, donc Bilal Osman, chargé de communication du CET, Alain Dumeau, donc notre responsable logistique. Voilà, et puis j'espère donc que nous aurons l'occasion bientôt de vous revoir dans une salle pour de vrai pour une prochaine conférence. Donc la prochaine, a priori, sera organisée fin mars ou début avril sur les questions de formation professionnelle et notamment pendant la période justement de la crise du Covid. Voilà, donc merci à tous pour votre participation. Merci. Bonne soirée. Merci.